Autour de cette table, Charlotte Bien-Aimée, vous êtes productrice à France Culture, productrice déléguée sur des émissions Les Pieds sur Terre, sur les docs. Vous avez remporté en 2013 le prix Ondas, qui est un prix Espérien qui récompense des professionnels dans divers champs, pour Ma longue marche, qui racontait le pèlerinage d'un jeune homme en difficulté à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en 2014, vous avez produit une série en 8 épisodes qui s'appelle Nazariad sur France Culture, dans lesquels vous faites le portrait de combattants de féminisme dans le Maghreb et en Égypte, après les révolutions arabes de 2011. Et vous livrez ces témoignages dans ce livre. À ma gauche, Isabelle Kambourakis. Vous êtes la fondatrice de la collection Sorcière. La directrice. En tout cas, je m'occupe de cette collection. Voilà. Aux éditions Kambourakis. Vous avez travaillé chez Delamain, vous êtes aujourd'hui dans l'éducation nationale. Vous allez nous expliquer pourquoi, dans votre démarche militante, vous avez souhaité créer cette collection qui s'appelle Sorcière. Vous pourrez peut-être aussi nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi ce nom. Et surtout, vous avez choisi de créer une collection avec un point de vue résolument féministe. Le premier titre était un livre de Starhawk, Révél obscur, femmes, magie et politique. Ah ouais, je n'ai pas pris celui-ci. C'est pas grave. Sur des thèses écoféminisme de cette auteure américaine. Et le dernier, peut-être. Alors, les deux derniers qui sortent la semaine prochaine, pendant les 15 jours qui viennent. Il y a un autre texte de Starhawk, Chronique altermondialiste, qui c'est la toile du soulèvement global, et un texte de Rachel Isterman-Ullmann, qui est une auteure française, qui s'appelle La langue des oiseaux, quelle amoureuse êtes-vous? Voilà, les deux textes à venir. Merci. À ma droite, nous avons une invitée surprise. Je me suis imposée. Vous avez eu raison. Auristelle Bonis, des éditions XE. Alors, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Voilà, c'est une maison d'édition que j'ai créée il y a 5 ans, dont la ligne éditoriale est ouvertement féministe et je ne vais pas dire exclusivement féministe parce que je considère que le féminisme est un paysage aujourd'hui très large, très ouvert, très conflictuel d'ailleurs. Donc je ne peux pas rendre compte de tous les points de vue, mais l'ambition de cette maison, c'est de cartographier un peu ce paysage, c'est-à-dire d'en indiquer à la fois les lignes fortes, les lignes de force, les lignes de faille, là où ça frotte, poser des jalons. Et du coup, les publications, je distribuerai un peu mon catalogue, mais sont assez ouvertes, touchent à beaucoup de points de vue féministes, aussi bien, on publie des recueils de théoriciennes, on publie un peu de fiction, on publie des traductions, Et je me suis imposée parce que j'ai vu que le débat avait lieu en fin de journée et j'ai un petit stand sous un chapitre d'éditeur. Je me suis dit que ça me concernait un peu. Voilà, vous avez raison, puis surtout pareil, n'hésitez pas à intervenir. Et je me suis permis d'inviter Olivia Profisi pour servir de voix off, un petit peu pour nous lire quelques textes dans cet ouvrage, Unis du monde arabe, des textes quand même assez poignants. On va commencer avec vous, Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de votre projet, comment vous avez rencontré ces femmes et pourquoi aussi vous avez transformé ces entretiens en livre? Ça a commencé avec la révolution tunisienne parce que j'ai fait beaucoup d'émissions documentaires pour France Culture en Tunisie et à cette occasion-là, en fait, je me suis liée d'amitié avec une jeune femme dont je parle dans le livre qui s'appelle Enda. Avec qui j'ai beaucoup travaillé pour les émissions, on a travaillé ensemble et puis j'ai passé beaucoup de temps avec elle, on a beaucoup discuté de sa vie. Elle vient d'une famille normale, tunisienne, conservatrice mais sans être extrémiste non plus, et elle me parlait, puis j'étais beaucoup chez elle, donc elle me parlait un peu des relations avec son père, sa mère, de sa vie de jeune tunisienne et de jeune révolutionnaire. Et du coup c'est un peu parti de là parce qu'au fur et à mesure j'ai rencontré d'autres jeunes femmes comme elle, qui se battaient pour l'égalité des sexes en même temps qu'elle faisait la révolution. Et j'ai eu l'occasion d'aller au Maroc aussi, et de rencontrer d'autres jeunes femmes qui se revendiquaient féministes.
Et je trouvais qu'elles avaient une combativité sans faille et elles avaient une énergie, et je trouvais aussi qu'elles nous faisaient réfléchir nous sur où on en était aussi, et de notre propre féminisme, et finalement il y a beaucoup de choses qui nous rapprochaient énormément malgré les différences de pays, de situation économique, politique, culturelle. Et du coup et puis j'avais aussi envie de faire entendre ces jeunes femmes qui étaient absolument incroyables de liberté, de courage, d'énergie, alors qu'on a souvent beaucoup dans les médias une image des femmes du monde arabe, c'est très large, en plus c'est vrai, on va dire des femmes dans le monde du Maghreb qui seraient soumises, ou qui seraient voilées et soumises, voilà, c'est l'image un peu tout le temps qu'on donne, et ça me torturait quasiment, parce que moi la réalité que je voyais c'était complètement l'inverse. Et voilà, donc du coup j'ai proposé ces émissions à France Culture, c'était des témoignages très concrets, c'était vraiment du vécu, des tranches de vie, et j'avais pas envie d'aller trop dans le contexte, même si j'ai un peu contextualisé, mais je voulais vraiment laisser parler les voix, laisser parler les énergies, les histoires, qu'on les entende vraiment, qu'on ait le temps de les écouter, et sans forcément aller dans l'idéologie, être juste dans leur vécu. Mais je sentais bien qu'en commençant le travail, qu'il y avait énormément de choses à dire. J'avais beaucoup de témoignages déjà, que je pouvais pas rendre compte en radio. Et il y avait quand même tout un contexte que je trouvais intéressant de creuser. Et donc dès le départ, j'ai voulu en parallèle, j'avais envie de poursuivre le travail en livre, et puis aussi pour laisser une trace quelque part un peu plus physique que la radio, qui est quelque part un peu éphémère, même si ça change maintenant avec les podcasts et les réécoutes. Et c'est vrai que c'était intéressant, je trouve, de passer de l'oral à l'écrit, parce que à l'écrit, il y a des choses qui se dessinent différemment. À l'oral, il y a des émotions qui passent sur des thématiques qui vont peut-être être moins fortes, qui vont peut-être être, quand on en parle comme ça, moins intense, et puis finalement à l'oral ça passe très bien, et à l'écrit ça passe moins bien, et à l'écrit il y a des choses qui ressortaient beaucoup plus. Donc je trouvais que le passage du son à l'écrit avait été intéressant pour mettre en valeur leur témoignage. C'est vrai que du coup ça vous a permis aussi d'organiser, parce qu'on sent, par exemple ça commence, vous voyez, vous verrez tout à l'heure le livre, il y a en effet beaucoup de témoignages, mais en fait elles ont plusieurs révolutions à faire. Donc la première c'est la révolution au sein de la famille, ça on sent quand même une grande solitude, je trouve, de ces femmes. Après il y a une autre révolution qui elle est plutôt dans la rue, et ensuite la révolution sexuelle qui vient presque en dernier, parce qu'il y a quand même déjà... mais justement je trouve que dans le livre du coup on voit très bien cette évolution là, où finalement elles sont obligées de se battre sur tous ces échelons. Oui. Je pense que les révolutions intimes, c'est un début. Après, c'est pas forcément le cas pour toutes. En fait, là, j'ai voulu faire entendre ça, mais toutes les femmes n'ont pas nécessairement besoin de se révolter contre leur famille pour devenir féministes ou pour militer. Et c'est vrai que ça part souvent de là. Après, tous les fronts de lutte se font de façon parallèle, et surtout la révolution. C'est ce qu'elle répète tout le temps, c'est sans égalité homme-femme, il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir de révolution. Et donc ça, par contre, c'est quelque chose qui est dur à tenir aussi, parce que c'est pas forcément ce qu'on... l'histoire a montré que malgré que les femmes ont lutté auprès des hommes dans différentes révolutions ou mouvements sociaux, c'est pas forcément... après, elles ne sont pas forcément entendues dans leurs revendications en tant que féministes. Donc ça, c'est vraiment le combat qu'elles sont en train de mener en ce moment en Tunisie, en Égypte, alors Maroc, même les mouvements sociaux aussi, et en Algérie, même s'il n'y a pas eu de révolution. Oui, on voit bien que leur combat, c'est aussi le combat, c'est même pas en parallèle, mais avec celui de la démocratie, et aussi de faire savoir leur combat. Et là, on voit ce que vous décrivez aussi bien, c'est l'importance des réseaux sociaux qui leur ont permis d'être visibles, et aussi d'être moins justement dans cette solitude. À un moment, il y a une phrase qui dit que Facebook, ça a été ma liberté. Voilà, il y a quelques exemples. Donc, au Maroc, il y a un portail qui s'appelle Kandisha. C'est des témoignages justement de harcèlement, etc. En Algérie, donc, il y a une autre page Facebook qui s'appelle La Voix des femmes. Pareil, en fait, il y a aussi cette idée à chaque fois de reporter tous les actes qui avant étaient tenus sous silence. Oui, il y a ce que vous dites, il y a là, sur la Voix des femmes, par exemple en Algérie, des jeunes femmes qui demandent à d'autres femmes de témoigner de harcèlement sexuel qu'elles ont subi dans la rue, ou ils sont surtout dans la rue en fait. Et après ça se traduit en
militantisme de terrain, elles se rencontrent après dans la vraie vie, et ça part souvent de Facebook parce que c'est plus facile, parce que ça déjoue les lois, puis même les questions de couvre-feu, les questions de rapport, de famille qui ne seraient pas forcément d'accord. Bon. Et du coup, elles se servent de ça, et même après, pour leur propre, elles se nourrissent aussi énormément des réseaux sociaux, d'Internet, pour leur culture militante et féministe. Il y en a beaucoup qui sont devenues féministes juste en même temps dans leur ordinateur. Parce qu'elles ont... Et d'ailleurs, ça fait penser à un témoignage que je récolte aussi en France, exactement pareil. Des jeunes femmes qui n'ont pas du tout, qui pour elles, le féminisme, c'est un peu abstrait. Et en fait, elles deviennent très très féministes en lisant des textes par Internet ou en échangeant sur Facebook ou en ayant des rencontres sur Internet. Et ça, quand on parlait bien entre les deux, c'est ce que j'ai... Voilà, Internet, c'est une source infinie de militantisme, d'autodétermination, d'émancipation, ça comme pour les révolutions, ça c'est certain. Alors, est-ce qu'on peut lire peut-être justement sur le harcèlement de rue, le témoignage d'Amina? Avant le collectif, quand on me touchait dans les transports en commun, je ne réagissais pas ou je faisais en sorte que l'autre retire sa main. Maintenant, je veux agir. L'autre jour, je devais prendre un taxi pour aller au travail. Ce n'est pas un trajet très long, mais à 8, on est vite serré dans un taxi. Et on ne peut pas toujours choisir sa place et avoir une femme à côté de soi. Une fois, j'ai subi un attouchement sans être sûre que c'était ça. En fait, l'homme faisait semblant de dormir. Du coup, j'arrivais pas à trouver la frontière. Est-ce qu'il me touche pour me toucher? Ou est-ce que c'est sa main qui est tombée? J'étais sûre qu'il allait se défendre comme ça, et j'étais fatiguée. Et on était presque arrivé, alors j'ai laissé tomber. Ensuite, je m'en suis voulu de ne pas avoir réagi. 3 mois après, je suis retombée sur le même homme. Et là, je l'ai guetté. Est-ce qu'il va me toucher? Je le sentais s'émoustiller, puis il a encore fait semblant de dormir. Et une demi-heure après, on n'a pas raté, il l'a fait. Cette fois, j'ai réagi tout de suite parce que je m'y attendais. J'étais armée pour ça. Il me touchait à la cuisse, mais il aurait pu aller plus loin si je n'avais pas réagi ou si j'avais eu peur. J'ai dit au chauffeur de se garer, ce qu'il a fait. Personne n'a rien compris, sauf lui qui me disait « Je ne l'ai pas fait exprès, je dormais, excusez-moi ». Et le chauffeur pensait que j'allais descendre, carrément. On était sur une autoroute à 6 h du matin, en plein hiver, il pleuvait. Non, j'ai juste changé de place. Je lui disais que je ne l'excusais pas, je voulais qu'il comprenne l'agression. Et c'est lui qui a pris ses affaires, et il est parti, dans le brouillard. C'était très dramatique comme scène, j'étais très fière de moi. C'était ma petite victoire. Mais la fierté n'a pas duré longtemps. Déjà, le chauffeur a couru après le gars en criant « On va pas vous laisser ici comme ça !» Et après, je l'entendais parler de moi en disant que j'avais pourtant l'air d'une fille bien. Donc pour lui, si je suis une fille bien, je dois me laisser toucher. Au final, ça m'a fait plus de mal que l'incident lui-même. Voilà, c'est vraiment d'une violence inouïe. Comment on fait pour rompre cette violence de rue en fait? Justement, je pense qu'on s'organise et on se rencontre et on milite. Elle, par exemple, Amina, elle fait partie d'un collectif qui s'appelle Soitensa, qui est la voix des femmes. Ils habitent dans une toute petite ville très conservatrice, très conservatrice en Algérie. Et je suis allée et c'est vrai que c'est extrêmement difficile même de balader dans la rue. En fait, il y a une lourdeur, une pesanteur. Et elles, par exemple, elles se retrouvent au milieu de la place de la ville et elles sont à 15 à parler féminisme au milieu de cette place-là. Individuellement, elles vivent des choses très compliquées. Collectivement, elles sont... Enfin, là, c'était vraiment très beau ce moment parce qu'on sentait qu'ensemble, elles étaient fortes, elles étaient combattantes, elles se ressourçaient l'une l'autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a commencé par une page internet, donc ce collectif, et c'est devenu un collectif dans la vraie vie. Et maintenant, ça revient sur Internet aussi parce qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça dans tout le monde arabe contre le harcèlement sexuel, en Égypte, notamment en Égypte aussi. Et d'ailleurs, dans le monde entier, en fait. En Égypte, il y a une page qui a été créée contre les harcèlements sexuels dans la rue, et où ils mettent, en fait, les gens viennent
viennent dire où ils ont été agressés et quand. Ça s'appelle Arasmap, donc la carte du harcèlement sexuel. Et ce modèle-là, ça a été diffusé partout dans le monde, en fait, au Canada, aux États-Unis, en France, ils sont en train de travailler dessus. Donc c'est intéressant parce que après, quels que soient les pays, même quels que soient les degrés d'oppression et de difficulté, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de façon internationale. Et donc voilà, je pense que sur cette question-là, oui, c'est l'organisation. Et justement, parce qu'on voit qu'il y a quand même des disparités dans les différents pays du Maghreb et également en Égypte sur la législation familiale, est-ce que ça a créé aussi des formes de féminisme qui sont différentes d'un pays à l'autre? Je sais pas si c'est en fonction des différents pays. J'ai l'impression que les lignes de clivage, plutôt les différents courants se retrouvent un peu partout dans le monde. En fait, c'est pareil, c'est politique, c'est en fonction des choix que font certaines organisations féministes. Moi, j'ai moins senti de clivage entre les différents pays du Maghreb, par exemple. En tant que féministes, elles sont plus dans un mouvement un peu collectif, même s'il y a les clivages, on peut peut-être plus être sur les modes d'action. Est-ce qu'il faut y aller fort tout de suite? Est-ce qu'il faut y aller par étapes? Est-ce qu'il faut y aller avec le gouvernement? Est-ce qu'il faut faire des choses collectivement, indépendamment des gouvernements? Et ça traverse un peu les... Je ne sais pas si c'est lié en fait aux lois ou aux... Je ne saurais pas répondre. Je ne pense pas que c'est en fonction des législations, en fait. C'est plus en fonction peut-être d'une question de génération aussi. Oui, parce qu'elles sont assez... les profils, en fait, des femmes que vous avez rencontrées, elles sont plutôt jeunes. Oui, c'est 20-35 ans. Et ça, c'est certain qu'il y a des... Parce que mais ça, par contre, ça change en fonction des pays. Il y a peut-être plus de dialogue entre les anciennes et les nouvelles générations en Tunisie qu'en Algérie, où il y a quelque chose d'assez figé suite à la guerre civile et au fait que l'élan des associations féministes ont été un peu coupés par la guerre civile. Donc maintenant, comment on recommence? Et puis il y a aussi un blanc. Les jeunes générations disent qu'en Algérie, elles ne savent pas du tout ce qui s'est passé en termes de féminisme, alors qu'il y a eu énormément de choses avant la guerre civile. Alors qu'en Tunisie, c'est plus des divergences peut-être plus politique par rapport à où on se place maintenant après la Révolution. Au Maroc, ça va peut-être être plus des divergences par rapport au rapport qu'on a avec le pouvoir. Certaines jeunes féministes trouvent qu'au Maroc, des anciennes féministes ont trop fait de concessions pour accéder à ou des postes ou des avancées, mais qui sont peut-être trop peu pour elles. Elles ont envie d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Voilà. Et c'est certain que en fonction des systèmes politiques et puis de la situation économique et politique, ça change. Je voulais poser une question. Les jeunes femmes que vous avez interviewées, c'était des jeunes femmes de la ville, de la campagne, éduquées ou pas? Mais j'ai voulu je voulais absolument faire entendre tout le monde, justement. Après, c'est certain on sent qu'il y a plus de militantes féministes très engagées dans des milieux qui vont être plus urbains et peut-être plus favorisés en termes d'éducation, etc. Et en même temps, j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes très très engagées dans la campagne en Tunisie. Une jeune femme, je pense, en Tunisie qui travaille pour mettre en place un système de plats tout préparés pour les paysannes pour qu'elles n'aient pas à préparer le repas en rentrant à la maison, par exemple, et qui est dans une association militantes féministes, d'autres en Algérie aussi, dans des tout petits villages. Non, j'ai fait entendre, il y a aussi des ouvrières en Tunisie qui ont mené des luttes dans des usines où il n'y avait quasiment que des femmes. Donc non, il y a tous les milieux sociaux. Après, c'est certain qu'il y a plus de jeunes femmes dans les milieux peut-être plus les capitales, plus favorisées. Mais par contre, ces jeunes femmes-là, elles ont absolument envie, ça fait partie aussi des nouvelles revendications, elles ont envie de casser cet élitisme, elles ont envie d'aller, ça elles le disent toutes, d'aller dans les milieux auxquels n'avaient peut-être pas accès les anciennes féministes pour des raisons politiques, je pense à la Tunisie, où il y a des régions qui étaient complètement oubliées par le régime. Et ça, par contre, ça revient très souvent, elles ont envie d'un féminisme pas élitiste et puis qui prennent en compte différents aspects, que ce soit la classe sociale, que ce soit le milieu d'origine, que ce soit la religion. Et ça, c'est des discussions qu'elles ont en ce moment. Et en Tunisie, où est-ce qu'en est la scolarité des jeunes filles à la campagne? Il y a quelque temps, on m'a dit qu'après 14 ans, elles n'y allaient plus, même voire avant, si elles avaient des travaux à faire, garder
nettoyer, etc. Est-ce que c'est vrai ou ça a amélioré ça? J'ai pas les chiffres en tête exacts, mais en Tunisie, il y a un taux de... Au contraire, hein, la Tunisie est un des pays les plus avancés en termes d'éducation. Les filles vont autant à l'école et ont les mêmes résultats, ont même des meilleurs résultats scolaires que les garçons par rapport au Maroc ou à l'Algérie. La Tunisie est beaucoup plus avancée là-dessus. Et les filles continuent l'école assez tard et il y a de plus en plus de femmes qui vont à l'université. Au contraire, hein. Moi j'aurais plus tendance à dire qu'il y a une évolution dans le sens positif dans ce domaine-là, au niveau de l'éducation. Mais je peux pas de chiffres exacts. Il y a également un chapitre qui est assez intéressant sur le port du voile, où là, justement, on a l'impression de prendre une petite leçon quand même, ce que vous parliez tout à l'heure, où elles disent que le port du voile n'est absolument pas lié au militantisme, et qu'au contraire, le choix de le porter ou de ne pas le porter, ça fait partie de leur liberté. Voilà, ce qui est évidemment, avec toute la polémique en France sur le port du voile, va vraiment à contresens de ce qui peut être présenté ici. Mais ça c'est pas du tout... le clivage sur le voile et la religion n'est pas du tout le même. D'ailleurs, on n'a même pas lieu en fait là-bas. Bien sûr qu'il y a des jeunes femmes qui sont contre le voile et qui s'inquiètent de la montée de l'islamisation rampante des sociétés. Et elles veulent lutter contre ça. Mais elles disent aussi qu'en tant que jeunes qui ont participé à la révolution ou aux mouvements sociaux, elles sont pour la liberté, et donc elles sont pour la liberté de choix, et donc si c'est un choix, elles ne sont pas du tout dans il n'y a même pas un débat sur le voile, oui ou non. Et puis j'ai rencontré des jeunes féministes voilées, très très engagées, qui vont militer pour l'avortement, qui attendent avant de se marier parce qu'elles veulent être sûres qu'avec leur conjoint, elles vont avoir un ménage égalitaire, et elles sont voilées. Et des jeunes femmes qui n'étaient pas voilées, qui étaient beaucoup moins féministes. Donc la question ne se pose pas du tout dans les mêmes termes. Qu'est-ce que c'est de mettre un voile déjà en Égypte? Qu'est-ce que c'est de mettre un voile en France? Pourquoi on le met en Égypte? Pourquoi on le met en France? Je trouve qu'il n'y a absolument pas de comparaison. Et d'ailleurs, moi je trouve ça un peu étrange en France en ce moment quand on fait la comparaison. Elles portent le voile en France alors qu'il y a des pays où elles sont contraintes de le porter. Je trouve ça... en fait, je pense qu'en fonction des lieux de là où on parle, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, ces questions-là, le voile, oui, moi je retiens toujours cette phrase-là de mon amie Enda qui disait, moi je suis complètement contre le voile, donc elle avait les cheveux frisés, rouges, voilà, et qui m'a dit, j'ai changé d'avis quand j'ai rencontré une copine féministe égyptienne qui s'appelle Samira Ibrahim, et qui est voilée, vraiment, voilà, et qui a milité, qui a porté plainte contre l'armée égyptienne, parce que l'armée égyptienne ils avaient procédé à des touchés vaginaux après, pour être sûr qu'elle soit vierge ou pas vierge, voilà, après les manifestations, pour obliger les femmes, empêcher les femmes de manifester, pour leur faire peur. Et donc elle a porté plainte contre l'armée, cette femme-là. Elle est voilée, elle est extrêmement féministe. Donc mon amie Dendam dit, je vais changer d'avis à ce moment-là, et je me suis dit, l'important c'est le choix, si c'est un choix éclairé, et voilà. Oui, mais c'est ce mot choix, moi, qui me gêne, et j'en arrive, du haut de mes bientôt 70 ans, à me demander si, pour nous, le port du voile avait quand même une connotation oppression masculine. Et est-ce que c'est un fantasme de féminisme du XXe siècle, ou est-ce que c'est une réalité? Moi, je crois qu'il y a quand même, on parle beaucoup de choix, et c'est ce qu'on entend dans les médias, mais derrière ces choix, on ne peut pas ne pas imaginer, ma fille aînée est institutrice à Marseille, etc., elle a des gamines jusqu'à 12-13 ans, à 14 ou à 13, voilà, elles viennent chercher mes petits frères à l'école. Faut pas parler de choix tout le temps. Il y a quand même une oppression et une domination, on va peut-être pas dire masculine, mais idéologique liée à un contexte religieux ou autre. Moi, je n'aime pas qu'on dise toujours elles le font par choix. Moi, je pense qu'il faut juste écouter leurs paroles, en fait. Il faut écouter ces femmes. Oui, mais vous écoutez une mais là, on ne parole. peut pas aller sur un débat sur le voile en France, parce que je pense pas que c'est le... Non, mais est-ce que ça existe ou pas, l'oppression
qui passe par le... C'est un vaste débat, justement. Là, je suis en train de travailler sur la France, par exemple, et j'essaie de faire entendre les diversités des féminismes en France. Et donc, et cette question-là revient évidemment souvent. Voilà, est-ce que c'est un choix libre ou un choix contraint parce que la société nous oblige à... Bon. Non, mais il peut y avoir les deux. Mais je pense que ce qui est important, c'est entendre ces femmes-là, parce que en ce moment, on parle beaucoup d'idéologie, de symboles. Moi, ce que j'ai envie, c'est que leurs paroles soient entendues. Qui est cette jeune femme qui porte le voile à Marseille, comme à Paris, comme là, les Égyptiennes et... Voilà, je pense que j'ai l'impression que c'est ça qui manque, c'est qu'on les écoute pas, ces femmes-là, je pense qu'on les entend en fait. Après, je ne sais pas s'il faut aller sur J'ai bossé 10 ans comme responsable d'un CIDF, on les écoutait. Intervenir juste un tout petit peu, parce que c'est vrai que je crois pas, enfin, ça va devenir compliqué si le débat porte sur la question du voile en fait. On n'est pas dans les mêmes contextes, mais c'est un peu autre chose. J'ai lu récemment un manuscrit d'une jeune femme iranienne qui brosse un portrait de l'Iran, en gros de la fin de la dynastie Pahlavi jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrivée de Khomeini et des mollahs au pouvoir. Elle est très éduquée, sa famille a quitté l'Iran au moment de la chute du Shah, elle a grandi aux États-Unis, et elle est revenue en Iran pour interroger les femmes et tout, avec quand même une question qu'elle pose d'emblée et qui est franchement intéressante, c'est-à-dire elle disait le régime Pahlavi a modernisé l'Iran. Les femmes iraniennes des années 50-60 étaient habillées en jupe, elles montraient leurs jambes, elles n'étaient pas voilées, voilà. Elles étaient incitées à l'instruction, à l'éducation, mais par ce modernisme, qui d'une certaine façon était aussi une violence à une société plus traditionnelle, dont on ne va pas dire qu'elle est égalitaire, etc., ça, on est bien d'accord, mais du coup, beaucoup de femmes, pas dans les milieux urbains, pas dans les milieux éduqués, mais n'allaient pas à l'école, les petites filles n'allaient pas à l'école, les parents ne voulaient pas les envoyer parce que les écoles étaient mixtes obligatoirement. Voilà. Et elle dit, très paradoxalement, l'arrivée des mollahs, ils ne se sont pas rendus compte, en fait, ils n'ont pas mesuré les enjeux éducatifs, mais comme les femmes devaient être voilées, que ça ne posait pas un problème de voiler les filles, elles sont retournées à l'école, et l'Iran est aujourd'hui une des sociétés où les filles sont les plus instruites. Elles sont toutes, enfin, elles sont à l'université. Donc voilà, c'est ce genre d'enjeu aussi, pour nous, il est difficile, mais il faut le prendre en compte vraiment. Enfin, je crois que c'est important. En plus, le hijab, c'est vrai que c'est je crois que je pensais, je sais plus où j'ai lu, mais c'est la séparation. Et que finalement, c'est la séparation qui leur permet d'être libres, séparés des hommes. Donc c'est vrai que le contexte, c'est pas tout à fait le même. Moi, ce que je veux aussi ajouter, c'est que dans les militants que j'ai rencontrés, beaucoup de jeunes femmes se battent aux côtés de femmes à qui on oblige de mettre le voile. D'ailleurs, il y a plusieurs témoignages qui racontent qu'on les a obligées à mettre le voile, qu'elles n'ont pas voulu de ça. Il y a eu une rupture avec leur famille à cause de ça. Donc elles ne sont pas du tout dans le fait de nier que ça peut être une oppression. Et, enfin, voilà, mais je pense qu'elles militent contre le fait qu'on oblige à le porter, mais elles veulent aussi laisser la liberté à celles qui ont envie de le porter. Après, voilà, encore une fois, les enjeux sont peut-être pas les mêmes en France que... Bon, en tout cas, c'était aussi pour dire qu'il y avait plusieurs féminismes. Voilà, c'est aussi pour faire le lien avec vous. Hein c'est habile, c'est ce que je me disais. Tout à fait. Et que, donc voilà, un féminisme qui renaît, voilà. Vous, votre travail, c'était aussi de défricher, en fait, de republier des textes un petit peu fondateurs d'un féminisme plutôt occidental, pour le coup, ou... expliquez-nous peut-être votre démarche. Alors, ma démarche, c'est un peu similaire à ce que dit Auristel quand il dit cartographier. Moi, je n'utilise pas le mot cartographier, mais je dis multiplier les voies. C'est-à-dire, c'est un peu cette idée, effectivement, que le féminisme, il n'y a pas le féminisme, mais des féminismes. Et que, du coup, on a vraiment besoin de sortir de nos représentations, parce que non seulement il n'y a pas qu'un seul féminisme, mais la façon dont c'est médiatisé donne toujours la même image ou la même représentation des féminismes. Et donc oui, c'est du coup proposer d'autres féminismes qui viennent... Alors, j'ai pas spécialement envie de faire que du féminisme occidental, mais il se trouve que les textes que je publie pour le moment sont plutôt des textes anglo-saxons, mais c'est plus parce que c'est des textes qui m'intéressent, mais c'est pas que je m'interdirais de publier d'autres textes, parce qu'au contraire, je pense que justement, pour multiplier les voix et puis pour voir qu'il y a plein de féminismes différents, en fait, on a un retard considérable en France par rapport à d'autres pays sur la publication et l'édition de tout un tas de textes féministes qui ne sont pas...
je sais pas, il y a eu des travaux très importants, éditoriaux, depuis les années 70, avec Thiers, avec Auristel, etc. Donc il y a quand même plein de textes qui existent, mais les textes américains ont été très peu traduits, les textes allemands ont été très peu traduits, les textes italiens ont été très peu traduits, donc il y a encore des espaces entiers à publier. Comment ça se fait? C'est parce qu'en fait il y a beaucoup de textes, et puis qu'on reste quand même dans une histoire très de féminisme français, pris dans ces histoires, et que du coup, après il y a le coût de la traduction, il y a des situations aussi économiques. Traduire, c'est extrêmement coûteux. Enfin voilà, donc il y a plein de raisons en fait qui expliqueraient que ces féministes ne sont pas visibles. Et puis parce que justement, il y a des féministes qu'on connaît peu et que du coup on ne va pas forcément traduire parce qu'on ne s'en sent pas proche. Ou, notamment, c'est vrai que j'ai des textes écoféministes, qu'il n'y a pas de tradition écoféministe en France. Donc du coup, voilà, il faut expliquer. L'écoféminisme, c'est une articulation qui a été faite à un moment donné par des féministes entre l'écologie et le féminisme, par exemple. Donc c'est une articulation possible. Et du coup, il y a eu un mouvement au début plutôt anglo-saxon, américain, un mouvement anti-nucléaire qui s'est revendiqué, donc un mouvement militant qui s'est revendiqué écoféministe. Et puis il y a aussi un écoféminisme qu'on connaît un petit peu mieux, l'écoféminisme des Suds, comme celui de Vandana Shiva par exemple, donc, qui sont des militantes féministes et écologiques et qui articulent les deux. Voilà, donc après c'est pareil, je commence à parler de l'écoféminisme, donc là c'est assez difficile, mais c'est un peu pour brosser des espaces qui n'ont pas tellement été traités. Ensuite, il faut dire qu'il y a quand même peu de collections féministes et peu d'éditions féministes en France. On n'est pas beaucoup quand même, donc c'est pas comme s'il y avait un gros travail de traduction et d'édition. Dans l'édition, en général, il n'y a pas, les éditeurs de sciences humaines, finalement, éditent peu de textes féministes au regard de tout ce qui existe. Donc on a beaucoup des collections de sciences humaines avec des fois quelques textes féministes, mais tout ce qui est le féminisme queer, le féminisme... il y a très peu de choses qui ont été traduites en France, donc il y a encore en fait énormément de textes à publier, à rééditer. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai commencé par des rééditions ou des textes qui existaient dans des collections. Il y a un texte notamment qui avait été édité en auto-édition que j'ai retraduit, qui circulait dans les milieux militants. Donc c'est aussi prendre des textes qui existent dans les milieux militants et les faire exister plus visiblement dans les librairies. Donc celui-là c'était un texte français, mais je ne me rappelle plus de vos questions parce que maintenant je suis partie au féminisme. Mais en tout cas voilà, l'idée c'était... Ouais, je m'avais perdu quand même. Donc, en tout cas, la démarche était publier ces féministes, oui, c'est ça l'idée. C'était pas simplement publier des textes anciens. Enfin, l'idée, c'est pas faire une archéologie des savoirs féministes ou une archéologie des textes féminins, féministes, mais de rééditer des textes que je trouve importants encore aujourd'hui, qui nous parlent. Et donc, du coup, les textes que je réédite, généralement, je les réédite avec une préface ou une postface de féministes, de militantes, d'universitaires, de curatrice, parce que je suis aussi un peu dans les milieux artistiques. Je trouve intéressant aussi ce qui se passe autour dans certains espaces artistiques. Donc il y a toujours des préfaces comme ça qui permettent de faire le lien et qui montrent l'importance de ces textes. Et les sorcières, justement. La sorcière, là c'était pour me réinscrire dans une histoire féministe des années 70, parce que parallèlement je travaille un peu je travaille sur les années 70. Je fais un travail de recherche dessus. Et du coup, c'était vraiment me réinscrire dans ce moment de récupération de la figure de la sorcière qui s'est passé notamment à cette époque, où dans différents milieux féministes dans le monde, aux États-Unis, dans les pays d'Amérique du Sud, en Espagne, en Italie et en France, il y a eu une récupération de cette figure et un retournement du stigmate, comme on dit. Donc, et moi, ça m'intéressait, c'est-à-dire utiliser une figure qui soit tout autant du côté de la victime, donc celle qui est condamnée, brûlée, etc., mais aussi une figure d'empowerment, de pouvoir, de puissance. Et donc dans le mot sorcière, il y a vraiment ces deux figures en même temps. Et donc ça m'intéressait d'avoir les deux ensemble. Et puis quand j'ai commencé à réfléchir à cette collection, il y avait aussi justement des expositions sur la figure de la sorcière dans l'art contemporain.
parce que beaucoup d'artistes américaines notamment ont travaillé autour de cette figure-là. Donc du coup, ça faisait sens pour moi de réutiliser ce mot-là qui est classique dans le féminisme. Par ailleurs, c'est pas une nouveauté de tiens, sorcière. C'est vraiment plutôt m'inscrire dans dans une tradition presque, dans une filiation que. Et puis en plus, c'est un mot qui parle à tout le monde en fait, qui est assez populaire. Et j'aimais bien l'idée aussi d'une collection populaire. Est-ce que justement, enfin, ça vous pouvez peut-être répondre toutes les deux, mais est-ce que d'avoir un point de vue féminisme, d'être un éditeur féministe, c'est un prisme pour mettre en exergue d'autres problématiques qui seraient plus économiques, sociales Alors ben oui, enfin, j'imagine que pour Estelle c'est pareil. Le féminisme en soi est le prisme, c'est-à-dire que les combats, les luttes, les revendications, bien sûr, l'émancipation absolue, mais matériellement, concrètement, c'est pour l'égalité des salaires, pour le partage du travail ménager, contre les violences. Je veux dire, c'est à chaque fois, effectivement, un effet un petit peu grossissant peut-être qu'on a sur des aspects sociaux, mais il s'agit bien de la société. Enfin, voilà, la domination, l'oppression sont effectivement politiques. Moi, je me permets du coup de faire le lien, parce que je suis en train de travailler en ce moment sur les féminismes en France, comme je disais, et l'importance, par exemple, de la traduction de ces textes-là, par exemple. J'ai rencontré plusieurs jeunes femmes jeunes femmes noires et féministes, donc qui travaillent sur l'afroféminisme. Et donc, par exemple, elles expliquent, donc elles sont noires, elles sont femmes en France, et elles sont intéressées par le féminisme, et elles ne se retrouvent pas forcément dans le féminisme, on va dire, majoritaire, ou le féminisme en tout cas médiatique. Et elles cherchent des modèles, elles cherchent des textes. Alors sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se partagent, mais ces jeunes femmes-là, elles ne sont pas toutes forcément anglophones. Et beaucoup me disent qu'elles ont beaucoup partagé grâce à des blogs, il y en a qui traduisent par elles-mêmes, mais bon, c'est pas une traduction parfaite. Et donc là, beaucoup me parlent de ce genre de collection qui leur permettent, elles, de se réapproprier une histoire aussi, et aller voir, donc aux États-Unis, il y a une histoire du black féminisme, c'est pas tout pareil que l'afroféminisme, mais voilà, féminisme noir en tout cas, qui est très, très forte et très ancienne. Elles vont puiser là-dedans pour essayer de réfléchir à elles, qu'est-ce qu'elles veulent construire comme féminisme. Et donc par exemple ce livre-là, elles m'en parlent très souvent. Voilà, Bell Hooks, elles ont toutes lu Bell Hooks, mais elles n'ont pas forcément tout accès au texte. Voilà. Et par exemple, pareil pour Sorcières, des jeunes femmes qui travaillent par exemple sur les violences au moment de la maternité, de l'accouchement. Il y a des jeunes féministes qui travaillent sur la réappropriation du corps pendant la grossesse, le rapport au médecin, les violences obstétricales par exemple. Cette histoire de sorcière en fait, qui raconte aussi en fait, l'éviction des sages-femmes qui avaient une connaissance un peu empirique et qui ont été mises de côté au profit d'une profession surtout masculine qui a pris le pouvoir donc, au niveau du corps des femmes. Tout ça, c'est des textes qu'elles ont envie de revoir, qu'elles ont envie de relire et qui peuvent les inspirer. Et il n'y a pas énormément de traduction, donc voilà, c'est l'intérêt aussi. Tout à fait, sur ces thématiques, en fait, les thématiques par exemple féminisme et santé, afroféminisme, etc., c'est vrai qu'il existe il n'y a pas une tradition féministe française qui articule beaucoup féminisme et santé, par exemple. Contrairement aux États-Unis, où il y a eu vraiment un gros mouvement sur la santé des femmes, etc. Donc l'idée, là, c'était justement d'aller chercher dans des traditions qu'on n'a pas, c'est un peu ce que j'appelle la pédagogie du détour, parce que je suis institutrice par ailleurs. Et du coup, voilà, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui nous permet justement de nous ouvrir un petit peu par rapport aux ornières qu'on a. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ces textes historiques, encore une fois, c'est pas des textes morts ou des textes froids, mais c'est des textes qui sont toujours chauds, et c'est toujours ce rapport qu'on a à l'histoire en général. Et pourquoi on va chercher dans les histoires, dans le passé, de quoi nous animer encore aujourd'hui, c'est parce que justement, à l'intérieur de ces textes, il y a vraiment des textes qui sont encore très, non pas seulement d'actualité, mais qui ont un fort pouvoir de nous mettre en mouvement ou nous faire agir en fait. Donc voilà, il y a encore énormément de textes. Il y en a beaucoup, et enfin oui, ce pouvoir de mettre en mouvement, mais aussi c'est un savoir, enfin le féminisme, c'est... Enfin, moi je continue à dire le féminisme, j'aime bien dire qu'il est pluriel, mais c'est compliqué pour moi de faire éclater les enjeux comme ça. Et, enfin,
c'est peut-être un peu une mythologie ou un mythe ou un désir fou, mais j'aimerais assez que la lutte, non pas soit unifiée, mais soit collective, et puisse la porter ensemble. Donc je préfère dire au singulier, tout en disant qu'il est pluriel, bien sûr. Mais c'est devenu quand même un champ de savoir aussi. Et pas simplement parce que les études sur le genre ont été constituées des études de genre, c'est parce que, notamment depuis les années 70, mais encore avant, les femmes ont travaillé, ont réfléchi et ont produit des outils théoriques pour essayer, oui, de dénoncer l'oppression, dénoncer la domination, atteindre la liberté. Et voilà. Et ça, vous parlez du Black Feminism tout à l'heure, ce recueil. Le grand trou éditorial, en fait, il a commencé en France pour ce qui est du féminisme dans les années 80, en fait. Hein. Et ça a duré largement jusqu'au début du XXIe siècle. Simplement, je fais partie de ces petits résistants, mais sauf que voilà, les actions, elles sont quelquefois presque dérisoires. Mais avec deux autres amis, on avait créé une collection qui était hébergée dans une maison d'édition qui s'appelle L'Harmattan. Et là, on avait un titre très ouvert, ça s'appelait La Bibliothèque du féminisme. Et dans cette bibliothèque du féminisme, on a publié d'une part des choses que je réédite aujourd'hui chez XE, des recueils de théoriciennes féministes qui sont Colette Guillemin, Nicole Mathieu. Colette Guillemin a écrit très tôt un recueil d'articles qui s'appelle Sexe, race et pratique du pouvoir, et on est en plein déjà dans ces thématiques. Voilà. Il est réédité aujourd'hui chez X. Mais on a aussi publié cette anthologie de Black Feminism, dirigée par Elsa. C'est là que c'est paru. Donc c'est pour vous dire que l'effort, il est continu, il est suivi, il est tenace. Quoi. Il est très marginal. Oui, il reste marginal, mais les livres existent. Et vous avez raison de le dire, beaucoup de jeunes femmes, effectivement, reviennent aujourd'hui. Elles ont aussi besoin des outils théoriques, c'est vraiment important. Enfin, il y a les témoignages, il y a aussi la théorie. Je suis complètement d'accord avec ce que tu veux. Mais vous parlez au passé, elle n'existe plus cette La bibliothèque du Non, féminisme, ouais, non, parce que je crois X, que on a pris un peu la suite avec... bon, c'est plus ouvert. D'abord, on peut faire des traductions, parce que voilà... Mais c'est vrai qu'au niveau théorique, le féminisme, les féminismes, les théories gender, queer, etc., un peu partout, proposent des outils théoriques qui sont extraordinaires, qui renouvellent complètement tout le champ des sciences humaines en général quand même. Enfin, bon, il y a des objets théoriques les plus excitants se retrouvent quand même dans les théories féministes et moi je dirais queer, of color, etc. aussi, mais après, voilà, mais c'est sûr qu'il y a énormément d'outils qu'on connaît, mais c'est pareil, beaucoup dans les milieux universitaires, et du coup c'est plus... Oui, c'est bien qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure sur, effectivement, ce mouvement, oui, sur la santé des femmes, effectivement, c'était... Enfin, voilà, les expériences du MLAC sont restées presque circonscrites à un temps d'histoire. Je rigole parce qu'il y a une historienne du Black dans la salle. Est-ce que voilà, vous auriez envie de poser des questions, d'échanger sur des choses qui se sont dites? Ça part plein de sens. Ouais. Sinon, moi, voilà, il y a un texte qui m'a beaucoup touchée, c'est le texte qui s'appelle Vierge malgré moi. Je vais demander si on peut peut-être réagir par rapport à ça, justement sur les représentations du corps. Vierge malgré moi. Je pense qu'on n'en aura jamais fini avec cette histoire de virginité, même d'ici à 50 ans. Polémiques, films, débats, déclarations, groupes sur Facebook, articles, chroniques. L'histoire ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question d'honneur, de souffrance, de frustration, de liberté, de pouvoir, d'héritage, de culture, d'identité, de discrimination, de morale. Bref, c'est LA question. En écrivant sur un tel sujet, je ne vais rien ajouter en disant que la virginité est quelque chose de sacré chez nous, les Tunisiens arabo-musulmans. Et nous savons tous que les filles tunisiennes ne peuvent plus assumer leur virginité, ni les hommes d'ailleurs. Me concernant, je me contente de vous raconter l'histoire d'une fille qui a su garder sa virginité avant le mariage. Mais en même temps, elle n'a jamais été vierge. Son premier acte sexuel, elle l'a subi avec son frère aîné, quand elle avait à peine 5 ans. Oui, bien sûr, puisque notre société masculine tolère que l'homme découvre adolescent sa sexualité. Normal. Aucun problème.
Ça arrive souvent chez nous. Elle commence à grandir. À l'âge de 15 ans, elle fait son premier baiser. Remords, culpabilité, peur. Oui, d'accord. Mais aussi un sentiment naturel de plaisir et de désir. Entre les deux sentiments, elle passe des nuits de fantasmes, de torture, de boulimie et de solitude. À 20 ans, elle tombe amoureuse. Elle cède à ce fort désir de partager le même lit avec son bien-aimé. « Attention chérie, je suis encore vierge », lui dit-elle. Il la regarde avec un dégoût arrogant. « Oh putain, nous avons l'air de deux lesbiennes qui se caressent. » Elle se sent rejetée. Elle ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'on lui demande? Rester vierge ou passer à l'acte? Et si elle insiste pour garder sa virginité, sera-t-elle obligée de rester seule? Aucune réponse, car le sujet est, comme nous le savons tous, tabou. À 22 ans, une copine fait un curetage. Douleur, pleurs, trahison. Non, moi je ne ferai jamais ça. Solitude, masturbation et larmes. Des longues nuits de souffrance. La mère, la grande sœur et la tante commencent à réaliser la catastrophe. Nous avons une femme à la maison. Nous avons un potentiel scandale. Ne sors pas, enlève cette jupe. Tu ne dois pas te maquiller. Malgré ça, la fille est belle, au moins pour pas mal de garçons qui l'entourent. La maman ne tarde pas à exercer des contrôles pour s'assurer que l'honneur de la famille est toujours intact. À l'âge de 24 ans, un second amour. Un amour de liberté, car désormais, elle a un boulot et son propre argent. Elle se rend compte qu'elle doit prendre sa vie en main. Elle commence à se venger de la vie, de sa famille, de son frère qui ne ressent aucune culpabilité. Elle se venge de ces mecs qui veulent la prendre pour une conne, pour une putasse, pour une potentielle femme. Elle se rend compte que ses 20 ans courent et qu'il ne lui reste que peu de temps pour vivre. À l'âge de 27 ans, elle a déjà vécu pendant les 4 dernières années plusieurs expériences. Toujours la même chose. Séduction, amour, baiser, préliminaire, nudité, pénétration? Non, pas question. Je ne peux pas assumer ça et je te laisse pas me prendre pour une conne. Séparation, solitude et rebelote. À 32 ans, moins belle, mais un peu plus épanouie. Elle réussit sa carrière. Elle s'investit dans une maison et paie le crédit de sa voiture. Elle élargit le champ de ses activités intellectuelles. Elle soutient ses vieux parents, bref, elle vit tranquillement en camouflant ses désirs et ses besoins. Et dans ce tralala de routine, d'obligation et de responsabilité, la possibilité de trouver un partenaire occasionnel qui accepte sa virginité devient très minime. Et la possibilité de trouver un futur mari qui accepte sa liberté souvent mal vue est aussi minime. Elle finit par accepter un mariage arrangé avec un mec fier de sa virginité et pas du tout content de sa vie, de son travail et de ses pensées. Elle commence à faire des concessions, les unes après les autres, pourvu qu'elle réussisse enfin une vie de couple. Ils finissent par s'accepter. Ils se marièrent la première nuit. Quelques secondes après le premier baiser, 2 petites gouttes de sang coulent. Elle sent une petite douleur, mais lui ne remarque rien. Il tire son cou et dort en posant sa tête sur sa poitrine et en mettant ses mains entre ses cuisses, sans comprendre pourquoi. Elle retient ses chaudes larmes. À ce moment, elle se rend compte qu'elle a tout foiré pour 2 gouttelettes rouges. À ce moment, elle réalise qu'elle a gâché sa vie pour avoir un gros ronfleur dans son lit, fière de sa virginité. Ouais, je trouve ce texte vraiment magnifique parce qu'en même temps il y a un concentré de thématiques. Ouais, je trouve ça. D'avoir rendu ça public en plus. Et parce qu'elle l'a publié sur son blog. Ouais, donc c'est un... Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un pays où, la recherche féministe, où il y a plus d'activités, est-ce qu'il y a un pays plus qu'un autre plutôt? Les pays anglo-saxons? Ah, dans le monde entier? Oui.
Il y a dans tous les endroits une histoire propre au féminisme avec une chronologie qui est propre, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle des vagues qui sont remises en cause ou pas. Mais en tout cas, en ce moment, on est quand même dans une période, malgré tout, où autant d'un point de vue théorique que d'un point de vue militant, il se passe quand même beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses en France quand même, mais il se passe aussi beaucoup de choses ailleurs. Et du coup, ça permet de revenir sur ce dont je voulais parler sur Facebook, justement sur cet outil. En fait, il y a vraiment une transnationalité par l'intermédiaire de Facebook. Effectivement, les féministes, afro-féministes françaises, comme tu disais, en fait, Facebook, c'est pas simplement dans les pays arabes, en sens large, que Facebook est un espace de liberté, ça l'est aussi pour des femmes qui ne trouvent pas des espaces pour s'exprimer, aussi dans la société française, par exemple. Et du coup, les afroféministes ou d'autres féministes ou des minorités de genre ou sexuelles en France utilisent beaucoup les réseaux sociaux, aussi en France. Ça leur permet vraiment d'avoir des espaces de partage. Mais par ailleurs, c'est compliqué aussi parce que du coup, avec cette transnationalité, il y a des cadrages un petit peu des façons dont on voit globalement des questions et qui ont tendance à gommer les disparités locales. Et c'est le cas vraiment, je pense quand même, du sexual harassment, du harcèlement sexuel, qui est au départ une catégorie juridique qui a été inventée aux États-Unis contre le harcèlement sexuel au travail. Et donc on porte plainte, etc. aux États-Unis. Et ensuite, par les ONG, le harcèlement sexuel est devenu une catégorie qui a été appliquée systématiquement dans tous les pays et beaucoup, juste autour du moment des révolutions, etc. Et qui arrivait vraiment de façon un peu massive dans les milieux féministes, dans les pays du Maghreb et du Machrek. Aussi, beaucoup en Amérique latine, parce que c'est des sujets dont il ne faudrait pas penser que c'est uniquement le Maghreb, mais en Amérique latine, les questions autour du harcèlement sexuel sont aussi énormes. Mais par contre, beaucoup de féministes, moi, celles que j'ai rencontrées, qui sont universitaires par ailleurs et qui travaillent sur cette thématique, disent beaucoup que du coup, il y a un moment donné où cette grille de lecture qui arrive, qui leur sert d'outil, à un moment donné, se retourne un peu contre elles parce qu'elles n'arrivent pas à cerner les réalités qui sont plus locales. Et notamment le fait, et ça je trouve que c'est une question qui est assez importante quand même dans le harcèlement sexuel, c'est que c'est beaucoup un harcèlement de classe. En fait, c'est beaucoup dans les quartiers populaires. C'est pour ça qu'il faut toujours, pour moi, croiser aussi les histoires de genre, de sexe et de classe aussi. Il y a beaucoup un phénomène de pratiques qui sont liées à des milieux populaires et qui permettent aussi de critiquer ces milieux populaires aussi. Donc sur l'Égypte notamment, j'ai rencontré une universitaire qui travaillait sur cette thématique et qui montrait comment il y avait comme ça aussi une stigmatisation et une gentrification de certains quartiers en Égypte et à l'inverse. Donc en fait c'est toujours hyper compliqué et que cette transnationalité d'Internet et des réseaux sociaux, c'est des outils formidables et en même temps c'est pas des outils qui sont toujours facilement gérés, je ne sais pas si celle que tu as rencontrée t'en parlait, mais en tout cas j'ai vu une militante marocaine qui était dans des associations comme ça sur le harcèlement sexuel et qui depuis qu'elle est en France pour travailler dessus au niveau universitaire, c'est plus quoi faire de l'objet en fait, ça retrouve. Et donc du coup on est dans une période, comme pour tout le militantisme en général, de vraiment quelque chose de très transnational et en même temps à chaque fois des réalités locales. C'est un sujet passionnant. Moi j'aurais une question. En fait, le féminisme, ce serait plutôt sur le féminisme en France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement chaque jour dans notre vie tous les jours pour soutenir la cause des femmes, parce que c'est vrai que que ce soit dans les blagues ou même des petites réflexions qu'on peut nous faire, ça fait pas toujours plaisir en fait de se voir rabaisser parce qu'on est une femme. Surtout blonde en plus. Chacun ça. Ce qui est bien, c'est que se renseigner. Il y a beaucoup d'associations qui existent en France qui vont travailler sur différentes thématiques. Ça peut être, comme tu dis, la représentation sexiste, mais qui travaillent bien sur l'éducation, par exemple, dans les cours de récréation, qui font des travaux. Je sais qu'il y a des associations qui travaillent sur des espèces de petits sketchs dans les cours de récré ou dans les lycées et les collèges sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit entre garçons, entre filles. Donc je pense que c'est peut-être se renseigner sur les associations qui existent et peut-être les associations
tu pourrais, où tu aimerais, où tu te retrouverais toi et pour lutter contre ce genre de stéréotypes. Moi, je pense tout de suite à ça. Ouais, non, bien sûr, pour partager avec d'autres jeunes femmes aussi. Déjà, on parlait à plusieurs, mais avant, enfin, on peut aller dans les associations, bien sûr, il y en a plein, mais déjà commencer à en parler entre filles, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe. Donc, à partir du moment que c'est partagé, c'est vraiment là l'expérience des féministes en général, c'est que tout d'un coup, c'est en le partageant avec d'autres qu'on se rend compte qu'on vit la même chose alors qu'on avait l'impression qu'on était toute seule ou que vraiment on exagérait, etc. Donc, partir déjà d'un partage aussi d'expériences avec d'autres. Et puis ensuite, oui, il y a plein d'associations, il y a plein de sites, il y a plein de livres. Et du coup, aller chercher, comme c'est un territoire immense, se laisser guider. Enfin, voilà, il y a plein de chemins possibles entre les associations, les sites. Puis il y a également des initiatives même particulières, singulières, qui sont intéressantes. Je ne sais pas si tu avais entendu ou vu, je crois que c'était une lycéenne qui avait comme ça épinglé dans sa ville des petits bouts de papier avec les phrases qu'elle avait entendues. Du style, je sais pas, toi regarde, elle est bonne, je sais pas quoi, etc. À l'endroit précis où elle l'avait entendu, donc sur un banc public, sur un poteau, etc. Je crois que c'était super fort. Je me demande si c'était pas à Nantes ou je crois que c'était à Nantes. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit, c'est vachement fort. C'était une fille qui devait avoir 16 ans, 16-17 ans. Et on trouvait ces petits papiers comme ça, tac, disséminés un peu partout. Ouais, c'est sympa. Voilà. Il y a aussi des manières comme ça, créatives, enfin, où... Moi, je pense à quelque chose, on peut en parler après, parce que je pense à une initiative qui s'appelle Beson contre le sexisme. C'est une association à Toulouse qui propose à des lycéennes, des collégiennes, de faire un petit film pour montrer ce qu'elles vivent en tant que femmes. Et d'ailleurs, ça peut être des garçons aussi. C'est mixte, tu sais. Comment ? C'est mixte. Oui, c'est mixte, oui, c'est ça, c'est mixte. Et du coup, oui, je dis film, mais filles et garçons, oui. Et je pense que, on peut en parler après si tu veux, je peux te donner les coordonnées, parce que c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement le profil de personnes qui participent à ce concours. Et en fait, ça participe à parler en fait des choses, du coup, là où tu es. Et, ça peut être une piste. Il y avait d'autres questions? Moi, en fait, c'est juste parce que j'ai découvert depuis peu, c'est juste un reportage sur Arte qui parlait des combattantes kurdes. Donc, c'est des femmes, des combattantes kurdes qui sont au Kurdistan et qui se rassemblent et qui ont, alors je sais plus le nom du lieu, mais qui ont fait une sorte de lieu où elles s'instruisent ensemble, elles reprennent plein d'auteurs théoriques pour reprendre, pour avoir des outils justement pour pouvoir lutter, où elles invitent aussi des hommes, qui puissent aussi eux qui s'interrogent sur, alors c'est sur toutes les luttes, si j'ai bien compris, ça peut sur toutes les luttes et pas que le féminisme. Et voilà, je voulais savoir, j'ai découvert ça il y a 2 ans au final. C'est les féministes de Kobané, en fait. Oui, C'est les villes kurdes de Kobané. Où elles essayent effectivement d'organiser une démocratie féministe, tout en se battant physiquement sur le terrain, militairement sur le terrain. Et vu que c'est aussi dans le monde arabe, c'est face aussi à Daesh, je trouvais ça intéressant. Oui. Après, je voulais savoir si vous avez plus de choses. Il y a plus de choses qui existent. Il y a des films, mais finalement, non, je pense qu'il n'y a que des reportages. C'est que des reportages. Et quelquefois, il y a un petit il y a groupe beaucoup de textes qui circulent quand même. Oui, mais sur Internet, sur on trouve Internet, beaucoup de choses. il y a beaucoup de choses sur Et après, il y a un petit groupe qui est en contact étroit avec elles et on peut les inviter. Je crois qu'elles répondent assez facilement à des invitations pour venir à un débat. Elles sont venues au Havre, je suis du Havre, elles sont venues au Havre. À Saint-Michel, elles se sont déplacées et ont discuté quelques heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pense pour répondre à la demoiselle, je suis étonnée qu'on ne parle pas de la revue Cosette,
Peut-être que pour vous, c'est pas un féminisme. C'est ça. Mais c'est pas grave, hein. Mais, Dans la cartographie, il y a Cosette. bah, oui, et moi je trouve que ça peut répondre quand même au quotidien de plein de femmes et de jeunes filles, plus que des livres théoriques, peut-être un petit peu trop pour... Je veux dire, on n'a rien contre Cosette, c'est simplement qu'on n'en parle pas, mais il parle aussi très peu de nous, d'une certaine façon. C'est un échange de bons procédés. C'est un peu des hommes, pas forcément très féministes, qui s'occupent de la revue, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, et c'est très bien si, en lisant Cosette, des femmes, voilà, il n'y a pas de... Je crois que dans le monde des médias, quand même, concernant le féminisme, bon, bah, c'est quand même Cosette existe. Oui, il y a pas retrouve en kiosque, il y a pas grand-chose, donc c'est vrai que les démarches spontanées à un certain âge, c'est pas d'aller dans une bibliothèque universitaire, bien sûr des essais. Donc là, on va dans le relais, c'est dans... Oui, tout à fait, c'est juste un peu situé, parce que nous, on s'occupe de collections féministes, Cosette n'en parle jamais. Donc c'est juste, on a beaucoup de mal à... Voilà, donc... Il y a peut-être un effort à faire, je sais pas, peut-être de côté de Cosette, la lecture de Cosette ne peut pas nuire, c'est sûr. Mais le conseil, oui, de donner à cette jeune femme d'aller voir ces associations, de faire cette démarche, de rencontrer des gens qui... Non seulement c'est bien parce que ça peut aider, ça rend plus fort, mais en plus ça rend aussi les autres plus forts. C'est cumulatif, hein, ce genre d'expérience. On rencontre les gens et on se renforce mutuellement, quoi, forcément. Il y a un Facebook qui doit être aussi un site qui s'appelle Mademoiselle. Ah, Mademoiselle, c'est et que moi je trouve mieux que Cosette, finalement, qui est plus adapté. Mademoiselle et 15 Ouais, Mademoiselle. D'accord, et ouais, moi je trouve qu'il est mieux. Moi je trouve mieux que Cosette parce que plus adapté aussi à la société. Enfin, il vient plus de la société d'aujourd'hui. Enfin, voilà, je trouve que Mademoiselle c'est pas mal. Hein. Et puis c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Oui, c'est sûr. Il y a aussi le blog Peitachnek aussi. En fait, où tu peux le retrouver sur Facebook, mais en fait c'est dans la même idée des phrases qui ont été posées. En fait, c'est quelqu'un en fait, qui récolte toutes les phrases sexistes toutes les situations, des témoignages, et c'est vrai que c'est aussi intéressant. Il y a beaucoup Internet. Même le féminisme, blog féministe, il y a énormément de jeunes femmes qui écrivent et du coup qui essayent de rendre aussi les choses très faciles, très accessibles pour une première découverte en fait. Sur internet, tu peux trouver beaucoup de sur YouTube, tu as des youtubeuses très intéressantes. Sur Mademoiselle, il y a plein de vidéos. Je pense aussi que rien qu'au niveau de l'éducation nationale, si vraiment des lycéennes ou des élèves ont envie de travailler sur le féminisme, il y a une grande légitimité, parce que dans les textes officiels, on trouve quand même pas mal de textes qui encouragent justement de travailler sur la relation, sur les filles, la condition de la femme et des choses comme ça. Donc donc, si on a envie peut-être un peu de faire les choses, il y a aussi des interlocuteurs qu'on peut interpeller dans un contexte qui est complètement légitime. Normalement, dans la loi, alors c'est pas que féminisme, mais dans la loi, depuis 2001, il devrait y avoir 3 interventions autour de la sexualité par an. Du CP jusqu'au terminal. En général, il y en a 1 ou 0. Donc, c'est plutôt 0. Et ça, au cours de ces cours-là, c'est des discussions sur l'égalité homme-femme. C'est pas récemment que vous avez travaillé sur les stéréotypes dans les manuels. Oui, ouais. Donc c'est quand même important. Oui, mais en fait, c'est vrai que les manuels reflétaient toujours pour les petits garçons. Dans la réalité, il y a peu de travail qui est fait là-dessus. Il y a eu la tentative autour des ABC de l'égalité qui en soi n'était pas non plus très révolutionnaire. C'était vraiment, tu peux être un policier et un pompier comme les hommes, un petit peu. Enfin, ça allait un petit peu au-delà, mais pas beaucoup plus. Et puis de toute façon, ça a été enlevé après la manif pour tous, etc. L'État a enlevé tous les textes ABC des égalités, etc. parce qu'il y a eu... tout le monde était vent debout contre la théorie du genre, donc du coup tout ce qui allait un peu dans ce sens a été enlevé quand même.
Donc il ne reste plus grand-chose, et surtout les enseignants, enfin, du coup je suis instite et syndicaliste enseignante, c'est quand même, il y a pratiquement aucune formation dans les SP là-dessus, quoi. C'est vraiment un terrain incognita. Il y a des endroits où il y a des enseignants qui sont dessus, donc du coup ça se passe, mais sinon il y a plein d'endroits où il ne se passe rien. Et pour moi, pour le coup, c'est vraiment dans la formation initiale des enseignants, par ailleurs, qu'il faut vraiment travailler là-dessus, parce qu'on sait que l'école, comme pour le reste, reproduit les histoires de classe. Et sur la cour de récréation, par exemple, c'est quand même énorme, comme les garçons prennent toute la cour et que les filles sont tout autour, quoi. C'est dès le début. Les garçons font du vélo et jouent au foot au milieu, et du coup, et donc c'est vraiment tout. Enfin, il y a une réflexion sur l'espace, sur les activités à penser en termes de genre qui est difficile à mettre en place, hein, et il y a peu de formation là-dessus. Mais c'est sûr que normalement l'école devrait être un des lieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun enseignant qui travaille là-dessus, bien sûr, il y a plein d'enseignants qui travaillent. Mais il n'y a pas une volonté, de travailler vraiment sur ces thématiques de façon. Ah oui, c'est le rôle des parents aussi, mais souvent ils ne sont pas associés forcément. Bon, enseignants, parents, c'est deux mondes. Après, c'est une question très large. Non, mais je veux dire, ça commence quand même tout ça. Souvent, ça commence au petit. Ça commence. Puis après, du coup, les grands, c'est pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et de quoi vient qu'il y ait des mouvements féministes? Du patriarcat. Du fait que l'homme a voulu être le patron de tout l'univers, et en particulier sur les femmes, parce que l'homme, physiquement, au départ, enfin tout le temps, l'homme est en général plus fort que la femme, physiquement. Ouais, c'est parce qu'il est mieux nourri. Il y a des études qui Il est peut-être mieux nourri, mais ça c'est quelque chose qui vient de très loin. Moi je trouve qu'on devrait même, on ne devrait même pas parler de femmes. Dans le fond, il y a l'homme. Ah bah voyons. L'homme, non, mais on pourrait parler de la femme. Au lieu de dire l'homme, on aurait pu dire la femme. Ça aurait été aussi bien. Moi, je trouve que ça aurait même été mieux. Parce que l'enfant... Mais oui, on aurait pu dire la femme. On peut dire l'humain. D'ailleurs, l'homme, il est bien prétentieux. Parce que, en fait, moi, je pense quand même que finalement, au départ, c'est la femme. C'est bien la femme qui met l'homme au monde. Donc, c'est bien la femme. Alors, pourquoi? Ça ne devrait même pas exister, le féminisme. Quelle différence il y a entre un homme et une femme? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. Si, on met les enfants au monde, monsieur. Sauf le fait que la femme met les enfants au monde et que l'homme ne peut pas le faire. Ben voilà. Bon, dans le fond, l'homme, c'est un peu un accessoire. Mais c'est ce qu'il faut essayer de montrer. Ah oui, c'est ce qu'on voit là. Alors, mais c'est quand même dommage. Enfin, maintenant, ça va quand même peut-être un peu mieux, parce que il y a quand même, dans pas mal de pays, dans la loi, il est quand même inscrit que, enfin, en tout cas en France c'est comme ça, hein, il y a beaucoup de mauvaises choses en France, mais il y en a une au moins bien, c'est qu'on dit que les êtres humains sont égaux, en droit. En droit. Malheureusement, c'est jamais respecté. Mais pourquoi il y a toujours plus d'hommes, je sais pas, enfin, à l'Assemblée nationale? Ah bah oui, c'est tout le problème. Parce que les hommes essayent de ne pas laisser leur place aux femmes. Alors il faut que les femmes se bagarrent, c'est quand même malheureux. Mais moi je crois aussi depuis longtemps, les femmes ne faisaient... Et puis alors tout a été fait pour l'homme, mais tout a été fait pour l'homme, parce que prenez toutes les religions. D'ailleurs, quand on parle de Dieu, on dit il, on ne dit pas elle. Donc c'est un homme. Alors, pourquoi? Donc, toutes les religions ont opprimé les femmes. Toutes. Il n'y en a pas qui sont passées. Donc les religions, comme elles avaient une grosse influence sur les personnes, ont inculqué cette idée-là, qui est complètement absurde. Le patriarcat existait avant le monothéisme. Mais ça existe depuis toujours. Voilà. Mais ça existe depuis toujours. Et les religions ont été créées par les hommes, de toute façon, pour exploiter les uns ou les autres, et en particulier les femmes. Mais alors, comment peut-on arriver à régler ce problème?
Mais moi, mais vous savez que je pense aussi, c'est que les Vous femmes... venez de... Mais vous nous donnez le grain à moudre, monsieur. Je vais me permettre de clore le débat parce que là, je pense que si on repart sur les fondements de la lutte des femmes, je pense que... Voilà. En tout cas, dans le livre de Charlotte, à la fin, ça se termine sur une note d'espoir. Je pense qu'on a bien vu qu'il y avait des féminismes, qu'il y avait des outils, voilà, qu'il y avait des outils théoriques et pratiques. Voilà. Et il me reste à vous remercier pour ce débat. Merci beaucoup. Merci.